Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire de la fin du 19e siècle. Alors, installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Mary Tobin était née au Canada, fille d'un homme d'affaires prospère. Lorsque son père a perdu la majeure partie de sa fortune, la famille a déménagé aux États-Unis, s'installant à Franklin, en Pennsylvanie. C'est là que Mary a passé une grande partie de son adolescence et qu'elle a reçu une bonne éducation. Elle était considérée comme intelligente, capable et de bonne moralité. Et une fois ses études terminées, elle a commencé à travailler comme enseignante dans les écoles publiques de Franklin. Ceux qui l'ont connue pendant cette période disaient beaucoup de bien d'elle, la décrivant comme bien éduquée et digne de confiance. Des qualités qui l'ont menée à travailler comme infirmière et dans des fonctions administratives. Vers 1885, elle était vue comme une femme respectable et accomplie, digne de la confiance des familles et employeurs. En 1885, Mary a accepté un emploi à New York pour soigner et enseigner un enfant qui souffrait d'une maladie de la gorge et nécessitait l'utilisation d'un tube. Pendant son séjour, elle s'est rendue avec l'enfant et la mère de l'enfant à West New Brighton, sur Staten Island, et a séjourné chez le cousin de son employeur, un certain Dr. Robinson. À ce moment-là, le Dr. Robinson était absent, mais Mademoiselle Tobin a laissé une excellente impression à sa mère, qui a dit à son fils que la jeune femme avait dit avant de partir qu'elle serait ravie d'accepter le poste si l'assistante de bureau partait. Et la mère du Dr. Robinson a dit à son fils qu'elle pensait qu'elle ferait très bien dans ce rôle. En avril 1887, le poste est devenu vacant. Alors le Dr. Robinson a commencé à correspondre avec des amis à Franklin pour savoir si Mademoiselle Tobin était apte à occuper le poste. Ceux à qui il a écrit ont répondu qu'ils pensaient qu'elle serait une très bonne remplaçante. Il lui a donc envoyé un télégramme et elle est venue travailler à West New Brighton. Ses fonctions comprenaient la tenue des comptes, l'envoi des factures et la gestion administrative du cabinet. Le docteur Robinson réalisa vite que Mary avait moins de compétences en comptabilité et gestion qu'il ne le pensait. Malgré quelques inquiétudes, elle restait attentionnée et prévenante envers son père âgé, sa mère étant décédée l'année précédente. Pour cette raison, il conserva ses services, même si elle se révéla d'une utilité limitée en tant qu'assistante de bureau. Mary avait toujours fréquenté l'église méthodiste à Franklin, et à West New Brighton, elle fit de même. Cependant, après un certain temps, elle décida d'abandonner complètement la religion. Cette période d'incroyance, affichée, dura jusqu'au dernier mois de 1887. Puis, au début de l'année 1888, elle retourna à l'église et annonça qu'elle voulait devenir religieuse. Elle commença alors à lire pour se préparer à entrer dans la communauté des sœurs. Cependant, cela ne se produisit pas, et en 1889, elle annonça qu'elle allait se marier. Étrangement, au-delà de cette déclaration, elle révéla très peu de choses et resta très secrète au sujet de ses fiançailles. Lorsqu'on lui demandait qui était son fiancé, elle refusait toujours de répondre. En avril 1889, Mademoiselle Tobin a démissionné de son poste chez le docteur Robinson. Et le lundi 15 avril, elle a dit au revoir à tout le monde et leur a dit qu'elle allait se rendre à Jersey City pour rendre visite à une amie. Et de là, elle irait dans la maison familiale à Franklin afin de préparer son mariage. Rien dans son attitude ne laissait présager de détresse ou d'incertitude. Elle semblait de bonne humeur et parlait calmement de ses projets. Avant de partir, elle prit des dispositions pratiques pour le voyage. 2 malles furent envoyées à l'avance par express, l'une à Jersey City, l'autre à Franklin. Après plusieurs jours sans nouvelles d'elle, l'inquiétude grandit. Madame McKenna, l'amie que Mademoiselle Tobin avait prévu de visiter à Jersey City, déclara qu'elle n'était jamais arrivée. Et, alarmée par son absence, Mademoiselle McKenna alla voir le docteur Robinson pour lui demander s'il avait eu des nouvelles de Mary. Il lui répondit que non. Au fil des jours, sans nouvelles, l'incertitude fit place à la peur et des recherches furent faites auprès des proches. Mais personne ne savait où elle était, ni ce qu'elle était devenue. Les habitants parlaient d'elle en des termes élogieux, louant son caractère et sa bonté de cœur. Le dimanche 12 mai 1889, Mary était portée disparue depuis 27 jours et l'inquiétude ainsi que l'angoisse concernant sa disparition ne cessèrent de croître. Ce matin-là, un homme nommé Thomas Armour, qui était le gardien de bateau au Clifton Boat Club, reprenait ses fonctions. Son attention fut attirée par un objet flottant à une courte distance du rivage. À première vue, il pensa qu'il ne s'agissait que d'un tas de chiffons dérivant paresseusement sur l'eau. Cependant, en regardant de plus près, il fut stupéfait de découvrir qu'il s'agissait en réalité du corps d'une femme. Aussitôt, il mit le bateau à l'eau et ramena le corps sur la rive, puis il informa les autorités. Le coroner Hughes arriva bientôt.
et son bref examen révéla que le corps était celui d'une femme aux longs cheveux châtains foncés et aux traits réguliers et posés. Sa taille était estimée à environ 1,65 m, elle était entièrement vêtue. Sous ses vêtements, elle portait des sous-vêtements blancs et, par-dessus, un jupon rayé bleu et blanc. Elle portait une robe en tissu sombre avec une veste assortie, des bas noirs et des guêtres à boutons. À l'annulaire de sa main gauche, elle portait une bague en or ornée d'une pierre œil de chat, et à son poignet gauche, 2 bracelets de perles noires. Dans sa poche, le seul objet trouvé était un livre de prière, et il a été noté qu'il n'y avait aucune trace de violence sur son corps. La décomposition indiquait qu'elle était dans l'eau depuis un moment. Ses vêtements étaient couverts d'un film gras, probablement un résidu des réservoirs de pétrole de Bayonne, New Jersey, transporté depuis le haut de la baie. Le corps a été placé dans une glacière et transporté à la morgue de Clifton, où il est resté jusqu'au lendemain. La femme décédée a été formellement identifiée comme étant mademoiselle Mary F. Tobin, qui avait auparavant travaillé pour le docteur Robinson. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John, qui possédait une fortune, mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir 1 mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux Jeanne, s'il avait su. Vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Le même jour où le corps a été identifié, le docteur John Finney a pratiqué une autopsie sous la direction du coroner Hughes. Les résultats, cependant, n'ont pas été rendus publics, car le coroner a ordonné qu'ils soient gardés secrets jusqu'au jour de l'enquête, qui était prévu pour le vendredi 10-7 mai. Comme il n'y avait aucun signe visible de violence, le coroner et la police ont d'abord écarté l'idée d'un meurtre et ont plutôt avancé la possibilité que Mary se soit donné la mort. Il a été suggéré que son mariage à venir avait peut-être été annulé, ce qui l'aurait laissé si bouleversée qu'elle se serait jetée à l'eau. Les proches de Mary ont rejeté cette explication. Ils ont insisté sur le fait qu'elle n'était pas une femme encline à un tel désespoir. Et ils ont souligné qu'elle se réjouissait de rentrer chez elle et avait parlé avec entrain de son avenir en tant qu'épouse. Le révérend Mortimer de l'église Sainte-Marie partageait cet avis. Il a déclaré que Mary était une jeune femme très posée et qu'elle n'était pas du genre à commettre des actes impulsifs. En attendant, il y eut beaucoup de spéculations et d'enquêtes menées à la fois par la police et les journalistes. Ils ont révélé des détails clarifiant les déplacements de mademoiselle Tobin après avoir fait ses adieux au docteur Robinson et à sa famille. Le lundi 15 avril, on découvrit que lorsque mademoiselle Tobin quitta la maison du docteur Robinson, elle dit à sa famille qu'elle avait l'intention d'aller voir une amie à Jersey City nommée Madame F. McKenna. Avant de partir, elle proposa d'emporter avec elle un carnet d'adresses contenant les coordonnées des patients du docteur Robinson et de le mettre à jour pour lui. Elle déclara qu'elle ferait des ajouts et le lui renverrait par la poste dans quelques jours. Le carnet lui fut remis emballé dans du papier Kraft et le docteur prit la précaution d'écrire son nom et son adresse à l'extérieur. Ensuite, après avoir demandé les horaires des trains au docteur Robinson, Madame Tobin fit ses adieux et partit. Cependant, elle ne se rendit pas directement à la gare. Au lieu de cela, elle alla chez le docteur Bryan où elle passa quelque temps. Le docteur Bryan avait travaillé pour le docteur Robinson, mais après un désaccord, ils s'étaient brouillés et séparés. Plus tard dans la soirée, mademoiselle Tobin quitta la maison du docteur Bryan, dans l'intention de prendre le train de West New Brighton à St. George, puis le bateau pour Manhattan et enfin un train vers Jersey City. Étrangement, quand journalistes et police ont interrogé le personnel de la gare,
personne ne se souvenait l'avoir vu acheter un billet. Des amis ont affirmé à la police et aux journalistes que Mary portait toujours un petit sac attaché à un ruban sous sa robe, insistant que ce jour-là aussi, il aurait contenu une somme d'argent importante, car, en plus de l'argent qu'elle aurait reçu du docteur Robinson, il y avait 45 $ que son frère lui avait récemment envoyés, ainsi qu'une carte portant son nom et son adresse. Le petit sac avait disparu quand le corps a été retrouvé. Comme ses vêtements, solidement fermés, ont été découpés par le légiste, il était impossible de le retirer ensuite. Son absence a éveillé des soupçons selon lesquels un vol aurait pu jouer un rôle dans sa mort. Le docteur Robinson a confirmé aux autorités que son livre avait été rendu par un garçon de course et que le papier kraft dans lequel il avait été emballé n'avait pas été ouvert. Un fait qui, selon lui, l'avait mis mal à l'aise car il savait que son livre n'aurait pas été mis à jour. Il a précisé que quelques jours après avoir reçu une lettre d'un parent de mademoiselle Tobin, lui demandant s'il savait où elle se trouvait, il avait commencé à s'inquiéter. Le docteur Robinson a été interrogé pour savoir si mademoiselle Tobin avait l'intention de se marier, une question à laquelle il a refusé de répondre lorsqu'on l'a interrogé. De son côté, le docteur Bryan a également refusé de s'exprimer sur le sujet. Lorsque les journalistes ont interrogé madame McKenna à son domicile de Jersey City, elle a déclaré que mademoiselle Tobin avait exprimé ouvertement son intention de se marier. Dans une déclaration aux journalistes, elle a dit que mademoiselle Tobin lui avait confié qu'elle était fiancée au docteur Bryan. Et dans les jours précédant sa disparition, elle avait fait des courses et des achats en préparation de son mariage. Elle a ajouté que le docteur Bryan avait une belle maison à West New Brighton où il vivrait avec mademoiselle Tobin. Elle a confirmé que la dernière fois qu'elle avait vu mademoiselle Tobin, celle-ci était de très bonne humeur. Mademoiselle McKenna a également déclaré que lorsque Mary n'était pas arrivée chez elle comme prévu, elle s'était beaucoup inquiétée. Donc, après plusieurs jours, elle s'est rendue chez le docteur Robinson pour voir s'il savait où elle se trouvait, et il lui a dit qu'il ne savait pas. Semblant bouleversée, madame McKenna a ajouté qu'elle n'était pas satisfaite de l'enquête policière et a précisé que lors de sa conversation avec le docteur Bryan, bien qu'il ait exprimé sa surprise que Mary ne soit pas arrivée chez madame McKenna à Jersey City, il ne semblait pas vraiment inquiet. Il a suggéré qu'elle était sûrement retournée chez elle en Pennsylvanie. Mademoiselle McKenna a alors dit qu'elle n'y croyait pas, car elle était certaine que son ami n'aurait pas changé ses plans aussi soudainement. Il est également apparu qu'après que la nouvelle de la mort de Mary Tobin soit parvenue à sa famille, ils ont répondu par télégramme qu'ils viendraient immédiatement. Peu de temps après, son frère a demandé au coroner de restreindre les visites supplémentaires du corps. Pendant ce temps, leur père, M. N.P. Tobin, a écrit au Dr Robinsk pour demander 2 ou 3 attestations sous serment afin d'identifier formellement Mary à des fins d'assurance. Ces communications, bien que pratiques, ont suscité des spéculations selon lesquelles la famille savait peut-être plus sur les circonstances de sa mort qu'elle ne l'avait dit. Les frères de mademoiselle Tobin ont appris qu'une de ses malles était retenue à la gare de Jersey City. Ils ont aussi confirmé que la famille savait pour ses fiançailles avec le docteur Bryan et qu'elle comptait rentrer préparer le mariage. Le jour de l'enquête, une grande foule s'est rassemblée au bureau du coroner sur New York Avenue à Clifton. La foule était impatiente d'entendre les témoignages dans cette affaire, tandis que le coroner est resté irritable pendant toute la procédure. Absence de sténographe pour enregistrer les témoignages, et le jury a été aussitôt réduit au silence en posant une question. Malgré la gravité du mystère, aucun représentant du bureau du procureur du district n'était présent, contrairement à la règle habituelle. Personne dans la salle, à quelque titre officiel, ne semblait comprendre ou remplir correctement les fonctions du coroner ni du jury. Le premier témoin appelé fut Thomas Armour, l'homme qui avait découvert le corps. Il a témoigné qu'il avait trouvé le corps flottant dans l'eau le matin du dimanche 12 mai et que la femme décédée était entièrement vêtue et portait des gants. Le docteur Bryan fut ensuite appelé à la barre pour témoigner. Il semblait réfléchir soigneusement à chaque mot avant de parler. La première chose qu'il fit cependant fut d'annoncer qu'il était fiancé à mademoiselle Tobin, et cela changea immédiatement le ton de la procédure. Une fois que la foule s'était calmée, il poursuivit en disant que le 15 avril, mademoiselle Tobin avait été chez lui pendant un moment, et qu'elle se préparait à aller à la gare car elle retournait en Pennsylvanie pour préparer le mariage. Il ajouta qu'avant qu'elle ne parte, il avait été appelé d'urgence pour voir un patient, alors il l'accompagna jusqu'à la gare, mais ensuite ils se séparèrent. Il ajouta qu'après avoir répondu à l'appel, il était rentré chez lui et avait découvert que mademoiselle Tobin avait laissé un paquet avec l'adresse du docteur Robinson écrite dessus. Ignorant tout, il l'a enfermé dans son bureau, puis a demandé à un garçon de course de l'apporter au docteur Robinson. Malgré ces révélations, ni le coroner ni l'officier du jury n'ont procédé à un contre-interrogatoire du docteur Bryan.
Fulton fut le suivant à témoigner. Il a affirmé à l'enquête avoir fait au mieux avec peu de moyens. Mais quand des officiers supérieurs, dont le capitaine Blake, ont témoigné, ils n'ont donné que des réponses évasives ou inutiles. Les rapports du docteur John Finney, qui a pratiqué l'autopsie, et du docteur Loomis, le pathologiste de l'Université de New York, à qui certains organes avaient été soumis pour examen, ont mis fin à la première partie de ce qui était considéré comme une farce. Le docteur Finney a indiqué que la mort était due à la noyade, et le docteur Loomis a confirmé que mademoiselle Tobin n'était pas dans un état physique délicat. Ils ont affirmé que le corps était resté dans l'eau au maximum 9 jours. Ce point de vue avait été contesté par le docteur Walter Woods, qui avait souligné l'absence d'eau dans les poumons. Il en a conclu qu'elle était déjà morte avant que son corps n'entre dans l'eau. Cependant, il n'a pas été appelé à témoigner lors de l'enquête, car elle avait disparu le 15 avril et avait été retrouvée morte 27 jours plus tard. Mais selon les médecins, elle n'aurait pu être dans l'eau qu'environ 9 jours. Les journalistes ont tenté de découvrir si quelqu'un d'autre avait vu mademoiselle Tobin pendant cette période. 2 témoins, mademoiselle Hasbrook, qui connaissait mademoiselle Tobin de vue, et monsieur William Madden, le propriétaire d'une confiserie, leur ont dit qu'ils pensèrent l'avoir vue le soir du 29 avril, soit environ 2 semaines après sa disparition. Cependant, ils n'ont pas été appelés à témoigner. Pourtant, si leur déclaration était exacte, elles auraient appuyé l'idée que le corps n'était dans l'eau que depuis peu de temps. Comme aucun autre témoin ne s'est manifesté pour confirmer avoir vu mademoiselle Tobin vivante après le 15 avril, les prétendues observations ont été considérées comme des souvenirs non vérifiés, n'ayant finalement que peu de poids dans l'examen officiel de l'affaire. Les journaux ont qualifié l'enquête de comédie, et lorsqu'elle a repris le lendemain, elle ne s'est pas révélée plus satisfaisante. L'affaire suscita plus d'intérêt, entachant la réputation du coroner. Finalement, une seconde autopsie fut ordonnée. Le coroner Hughes, le docteur Finney, le docteur Robinson et le docteur Walter Woods étaient tous présents. Les résultats ne furent de nouveau pas rendus publics, apparemment à cause de désaccords sur leur interprétation. Suite à cela, l'un des jurés déclara ouvertement que rien d'utile n'avait été accompli. L'affaire resta donc confuse et non résolue, marquée par des preuves contradictoires. Il semblait que cette affaire était destinée à entrer dans l'histoire comme un autre mystère non résolu entourant une mort suspecte. En l'absence de certitude, les rumeurs se sont empressées de combler le vide et l'histoire a continué. Au milieu des spéculations, des accusations et des théories répétées, si souvent qu'elles ont fini par sembler vraies. En réalité, personne ne croyait que la mort de Mary Tobin était un accident. Le témoignage du docteur Bryan avait provoqué beaucoup d'agitation, tant auprès du public que de la presse. Et sa révélation qu'il avait été fiancé à Mary l'a placé sous suspicion et a immédiatement alimenté de nombreuses rumeurs. À West New Brighton, on racontait qu'à cette époque, il entretenait une relation avec une jeune infirmière nommée Fanny Warburton. Et à cause de cela, le 15 avril, il avait rompu ses fiançailles avec Mary Tobin. Un acte qui l'aurait laissé profondément bouleversé. Il a aussi été noté que ce jour-là, en sortant voir un patient à Willowbrook, le trajet avait pris un temps inhabituellement long et semblait laisser 45 minutes pendant lesquelles ses déplacements n'ont pas pu être clairement établis. Beaucoup ont supposé qu'il avait tué mademoiselle Tobin et soit caché son corps, soit l'avait jeté à l'eau. Cependant, ces allégations ont été contestées. Mademoiselle Warburton a affirmé que sa relation avec le docteur Bryan était uniquement professionnelle. Ce dernier a précisé que son retard était causé par les mauvaises conditions routières et 2 arrêts sur le trajet. Le dimanche 22 mars 1891, le père de Mary Tobin, un tailleur marchand prospère à Franklin, a été assassiné dans sa boutique, qui a ensuite été délibérément incendiée jusqu'aux fondations. Dans les mois suivants, de nouvelles allégations ont émergé et des appels à rouvrir l'affaire Mary Tobin ont été relancés. Les principales allégations provenaient de Madame Glassford, qui avait été gouvernante chez le docteur Bryan et qui avait récemment quitté son emploi. Madame Glassford a déclaré qu'après l'annonce de la découverte du corps de mademoiselle Tobin, le docteur Bryan avait déchiré un drap blanc. Il leur a demandé à elle et à mademoiselle Nichols de se rappeler qu'ils s'étaient séparés de mademoiselle Tobin. À 8 heures devant la gare de West New Brighton, le soir de sa disparition, mademoiselle Glassford a cependant insisté sur le fait qu'il était en réalité 9 heures. Elle se souvenait également que quelques jours plus tôt, le docteur Bryan avait reçu un télégramme d'une amie mariée annonçant la mort de son mari. Elle a ajouté que mademoiselle Tobin avait pleuré en quittant la maison du docteur. D'autres allégations ont été faites par le docteur Robinson, qui a déclaré qu'il avait eu l'intention de présenter tous les faits lors de l'enquête, étant fermement convaincu que la jeune femme avait été assassinée, mais il a insisté sur le fait que l'affaire lui avait été retirée.
Il a déclaré qu'à cause de cela, il n'a donné qu'un témoignage bref lors de l'enquête. Le docteur Robinson a également déclaré que l'examen post-mortem qui avait été réalisé par le coroner Hughes et les docteurs, Finney, Bryan et lui-même a révélé des preuves que la femme avait été agressée. Pourtant, aucun médecin n'a été appelé à témoigner de cette découverte cruciale. Il a en outre affirmé que 2 rapports avaient été préparés à partir des analyses d'organes, l'un destiné au corps médical et l'autre au public. Il a ajouté que le corps n'avait pas pu rester dans l'eau plus d'1 semaine, alors que mademoiselle Tobin avait disparu depuis près d'1 mois, et a suggéré qu'il avait dû être caché quelque part sur Staten Island pendant cette période. Bien que cela ait de nouveau alimenté les soupçons parmi les habitants de West New Brighton, les autorités n'ont pris aucune mesure supplémentaire lundi. Le 28 septembre 1891, le magasin dans lequel le frère de Mary, Monsieur David Tobin, était associé, a été délibérément incendié et détruit. Le crime, comme d'autres, n'a jamais été résolu. La plupart des gens en sont venus à croire que les autorités avaient mal géré l'affaire de la mort de Mary Tobin, et qu'elle, comme son père, avait été assassinée. Peut-être par la même main, qui a ensuite incendié la boutique de son frère. Pourtant, l'enquête n'a jamais été rouverte, et ni la mort de mademoiselle Mary Tobin, ni le meurtre de son père, ni la destruction du commerce de son frère n'ont jamais été élucidés. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.